Les nouvelles Formule 1 de 2026 ont enfin roulé et cela nous permet de rentrer dans cette phase de prédiction où on va partager nos prédictions et vous pouvez d'ores et déjà partager les vôtres avec le formulaire qu'il y a dans la description ou alors en utilisant l'espace commentaire de la vidéo. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. En dernière position du classement, je vois Sergio Pérez. Je pense que Cadillac n'a pas tant que ça fait un mauvais choix en ayant choisi Bottas et Pérez, mais mine de rien, il y a quelque chose en fond de moi qui me dit que en fait son expérience chez Red Bull va rester là. Et c'est pas trop tiré par les cheveux parce que ces derniers mois, on l'a vu qu'il n'a pas arrêté de remettre sur la table le sujet Red Bull. Alors vous me direz, il y a matière aussi à dire sur ce qui s'est passé au sein de Red Bull, mais je pense que tout simplement, ça va lui rester en tête et peut-être qu'il aura du mal à relancer la machine. Contrairement à son coéquipier dont on va parler juste après, il était hors du monde de la F1 pendant un petit moment et je pense que c'est pas forcément à son avantage. Donc je pense qu'il s'est retiré pendant trop longtemps pour être en forme d'ores et déjà dès le début de la saison, contrairement à son coéquipier qui est juste devant lui au classement. Je parle bien sûr de Valtteri Bottas qui occupe la 21e position. Donc à l'inverse de Sergio Pérez, vous l'aurez compris, on a affaire vraiment, j'ai l'impression, à un nouveau Valtteri Bottas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Valtteri Bottas, quand il était coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, n'est pas le même Valtteri Bottas qu'on a à l'heure actuelle. Quand t'es coéquipier de Lewis Hamilton, c'est un peu compliqué la vie de tous les jours, un peu aussi à l'image de Pérez qui était le coéquipier de Verstappen, mais on a affaire à un Bottas, c'est depuis qu'il était chez Alfa Romeo, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus pépouze, j'ai envie de dire. Et il semble beaucoup moins stressé que Pérez pour aborder cette saison, alors que Pérez, je pense qu'il a quand même encore cette pression, et c'est pour ça que je vois Bottas logiquement devant lui. Le fait aussi qu'il ait eu cette expérience chez Mercedes l'année dernière, ça lui permet aussi de rester dans l'esprit Formule 1 et de pas, se prendre une trop grosse claque dans la figure en remettant un pied dans les paddocks, parce que je pense que Pérez, ça va lui faire bizarre quand même de revenir dans la discipline. Ce qui place logiquement en 11e position et dernière du classement Cadillac, écurie qui arrive avec beaucoup de travail en fait, parce que on parle d'une équipe qui est partie de zéro, où il faut tout construire, le projet est lourd, le projet est très compliqué à gérer. L'arrivée aussi de Cadillac dans le monde de la Formule 1, c'est pas faite en toute facilité, on va pas se mentir. Pendant des mois, on nous parlait d'une 11e écurie et Cadillac est enfin parvenu à arriver dans le monde de la Formule 1 et donc en toute logique ça a amené du retard. Donc c'est pas facile comme Paris, c'est pas facile non plus de s'entraîner puisque Cadillac l'année dernière a passé quelques grands prix en simulation, donc pendant qu'il y avait des vrais grands prix qui avaient lieu sur circuit, eux étaient en usine et faisaient des simulations avec les ingénieurs, avec les simulateurs pour envisager des stratégies, etc. et voir comment fonctionnait la chose. Donc c'est très très risqué comme pari et je les vois très mal être dans une position avantageuse où ils sont aux avant-postes ou alors même en milieu de peloton pour être très honnête. Mais cependant, ils ont quand même un bon point, un point de mon cœur, c'est leur livrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la livrée de Cadillac est magnifique. Alors c'est plutôt culotté et assez rare pour le noter, les livrées asymétriques. Et au départ, je comprenais pas trop, mais c'est magnifique. Alors, les rendus qui nous ont été montrés en ligne sur les réseaux ne montrent vraiment pas la vraie beauté de la voiture en vrai, puisqu'il y a déjà des photos qui tournent de la voiture qui a roulé pour du filming day à Bahreïn. Et la voiture est magnifique. La partie noire est fantastique. Elle nous rappelle un peu Mercedes. Et la partie blanche, une partie toute blanche comme ça, noire, ça me rappelle un peu je sais pas, des Williams par exemple, c'est super beau, j'adore. Je m'attendais à un peu plus de couleurs comme ce qu'ils avaient pu faire en Wake par exemple, mais c'est pas grave, au moins ils ont une belle livrée. En 20e position, j'ai mis Lance Stroll. Alors j'arrête de tirer sur l'ambulance, on est en 2026, il faut passer à autre chose avec de nouvelles blagues avec Stroll. C'est un peu compliqué parce que j'ai du mal en fait à le voir performer dans cette voiture, j'ai du mal à le voir performer tout court, vous me direz. Il a été plusieurs fois devant Fernando Alonso l'année dernière et ça a le mérite d'être noté, je le souligne bien évidemment, mais mine de rien je pense que Alonso a l'avantage expérience et qui saura maîtriser un peu plus cette Aston Martin que Lance. C'est pour ça qu'en 19e position, j'ai mis Fernando Alonso. Et le cas Fernando Alonso, c'est un peu plus complexe parce que mine de rien, on parle d'un pilote qui est âgé, qui a beaucoup d'expérience, mais qui, un peu à l'image de Verstappen, a plusieurs fois sorti la carte du « si la voiture n'est pas bonne, eh bien je pars ». Donc
On est dans ce contexte où aussi, visiblement, aux côtés de sa vie privée, il déciderait de fonder une famille, à vrai dire. Et voilà, on sait que les familles et les pilotes de Formule 1, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il y en a qui vivent très bien avec, Verstappen par exemple. Mais il a dit aussi qu'il se verrait pas non plus faire de la Formule 1 jusqu'à 40 ans. Hülkenberg, il a des enfants. Mais Fernando Alonso, c'est quelque chose qui l'a repoussé énormément dans sa vie et on le verrait pas longtemps, en tout cas cette saison. On le verrait bien évidemment, mais peut-être pas l'année prochaine ou encore dans 2 ans. Donc je sais pas, je pense que c'est un vrai cadeau qu'on lui offre de pouvoir conduire, piloter enfin une voiture d'Adrian Newey, mais en toute logique, c'est pour ça que je mets Aston Martin en 10e position. On a un gros doute sur la performance de Honda en fait. Je sais pas trop quoi en penser à vrai dire parce que Adrian Newey, en plus, visiblement, de ce qu'on a des dernières infos lors du shakedown de Barcelone, c'est que Aston Martin, en fait, a décidé à la dernière minute de tout changer. Tous les ingénieurs sont repartis au charbon, ont retravaillé un concept, parce que Adrian Newey aurait eu des révélations. Donc voilà, info ou intox, à vous de me le dire. C'est soit ça passe, soit ça casse, Aston Martin. Et je me dis, déjà, arriver en retard au shakedown, même si ce n'est qu'un shakedown, on n'est pas dans le contexte des essais hivernaux qui auront lieu demain au moment où je tourne cette vidéo, on est quand même dans une phase plutôt inconnue, où Aston Martin, ça reste une écurie qui, comment dire, c'est un peu en dents de scie depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1. Donc j'ai du mal à croire qu'ils puissent jouer la victoire. Voilà, en toute honnêteté, je pense que ce sera plutôt des écuries motorisées Mercedes, mais ça on en reparlera juste après. Et c'est un mauvais signe de voir Aston Martin en retard au shakedown, et c'est un mauvais signe tout court de les voir aussi provoquer un drapeau rouge. Alors c'est normal d'avoir des drapeaux rouges en shakedown. Mine de rien, j'ai ce sentiment que ça risque d'être compliqué pour eux. En 18e position, j'ai mis Alexander Albon. Alors 2025 n'a clairement pas été tendre avec Alexander Albon. À ses côtés, on retrouve un Carlos Sainz qui a l'expérience, qui a inscrit tous les podiums de l'écurie. Et Alex Albon a déjà inscrit des podiums, mais je veux dire pas avec Williams. Et donc on a ce sentiment-là où j'ai l'impression que ça a pas dû l'aider mentalement, et on sait qu'Alex Albon, au niveau du mental, c'est pas trop ça. Je repense aux années Red Bull qui n'ont vraiment pas été faciles pour lui, et donc je pense mine de rien que même s'il était déjà installé dans l'écurie à l'époque de Logan Sargent, l'arrivée de Carlos Sainz et voir qu'il performe, ça doit clairement pas l'aider. Voilà, je le vois mal performer, ou en tout cas être meilleur que Carlos cette année, et c'est pour ça que je le vois en 18e position. En 17e position, Nico Hülkenberg. C'est un peu similaire aussi avec Fernando Alonso au niveau du profil cette année, c'est que peut-être que c'est sa dernière année. C'est un pilote qui est âgé, qui a une famille lui déjà, et donc on se demande est-ce qu'il va rester. Même s'il était devant Bortoleto l'année dernière au classement, je pense que ce sera l'effet inverse cette année. Il a plusieurs fois été menacé par Bortoleto pendant les qualifs ou pendant les courses. Est-ce qu'il y aura un relâchement du fait que c'est sa dernière saison? Parce que visiblement tout plein de contrats arrivent à terme fin 2026, donc on ne sait pas si on rentre dans cette période où il y aura la silly season ou si les pilotes ont déjà lâché l'affaire parce que le concept ne marche pas. Le seul point positif que peut-être je pourrais lui accorder et qui pourrait totalement erroner ce classement, c'est que il y a cette envie derrière de mener le projet Audi. Hülkenberg est allemand, Audi c'est une marque allemande, je vous apprends rien, mais dans cet aspect-là où peut-être qu'il y a quelque chose qui va le galvaniser et le faire performer, mais je pense que ça peut aller dans son sens, tout comme ça ne peut pas l'aider si le concept Audi ne fonctionne pas. Mine de rien, je ne vois pas Audi 9ème du classement, puisqu'en 9ème position, j'ai décidé de mettre Williams. Williams, si vous ne l'avez pas suivi cette histoire, a été absente du shakedown de Barcelone. Alors les shakedowns de Barcelone, ce ne sont pas des essais à proprement parler officiels de la Formule 1, ça permet juste de faire rouler et de mettre un coup d'envoi à cette saison, mais ce ne sont pas les essais hivernaux. Williams a été absente du shakedown pour cause, elle a manqué plusieurs fois les crash tests FIA, et plusieurs fois, au pluriel, je tiens à préciser, ce qui est très grave, mine de rien. Ils ont dû revoir leur concept, et lorsqu'on sait toute l'attente qu'il y a derrière cette écurie, justement avec les discours de James Vowles qui, pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, nous rabâchait qu'il faisait exprès de sacrifier 2025, 2024 pour privilégier 2026, là, dans l'état, vous avez manqué le shakedown de Barcelone, donc je sais pas si vraiment ça les aide, mais mine de rien, je les place quand même en 9ème position, parce qu'ils ont la fiabilité de Mercedes, devant Cadillac ou Aston, qui, eux, ont un peu ce flou vis-à-vis de leur fiabilité moteur, et je pense pas que Williams sera en difficulté sur l'aspect moteur, mais plutôt peut-être sur le concept aéro qui risque de ne pas aller en leur faveur ou ne pas les aider du tout pendant cette saison. En 16ème position, on retrouve Carlos Sainz. On sait à quel point 2025 a été
parfaite pour lui vraiment. Et pourtant, ça partait mal parce qu'on se fait dégager de Ferrari, donc forcément le moral il en prend un coup, mais pas pour Carlito. Je l'appelle Carlito comme si c'était un ami. C'est beau de voir un pilote expérimenté comme Carlos Sainz remettre cette écurie là où elle mérite d'être. Et c'est aussi son leitmotiv derrière, c'est que Carlos Sainz est motivé par cette ambition de ramener Williams là où était Williams dans les belles années quoi. Donc à l'image de McLaren qui est revenu au sommet il y a 2 ans on va dire, et donc ce serait vraiment beau pour l'histoire de les voir performer. Et Carlos Sainz, on l'a vu faire par le passé, il est dans cette position où il peut amener cette voiture sur des podiums. Carlos Sainz il peut gérer la stratégie en même temps que la conduite, il a pas besoin d'ingénieur presque, et ça c'est vraiment très fort du point de vue d'un pilote. C'est pour ça que je le vois en 16e position, même si j'espère bien évidemment qu'il sera un peu plus au-dessus au niveau du classement pour l'aspect sportif, ça peut toujours être intéressant. En 15e position, j'ai mis Gabriel Bortoleto. À l'inverse de Nico Hülkenberg et à l'image de tous les rookies qu'on a eu l'année dernière, il est jeune. Bortoleto a cette fougue des nouveaux rookies et de cette facilité à l'adaptation des nouvelles voitures. Et lorsqu'on entend des Lando Norris par exemple expliquer que les nouvelles voitures sont très similaires à la conduite de Formule 2 par exemple, elles sont un peu similaires dans les bords, ça donne de l'espoir je pense pour tous ces rookies qui ressortent d'il y a encore 2-3 ans de formules de promotion où ils ont encore peut-être ces restes, ces réflexes, et ça peut aider Bortoleto je pense dans cet aspect-là, et c'est pour ça que je le vois en 15e position, avec en 8e position au classement l'écurie Audi. Alors l'écurie Audi, contrairement à Cadillac, ils ont un avantage, c'est que l'écurie était déjà présente, c'est-à-dire que l'emplacement de l'écurie il était déjà là, ils ont juste rebrandé le Sauber en Audi, mais par contre le moteur est vraiment made in Dutch, c'est plus du tout un moteur Ferrari. Audi, dans toute leur expérience, ont su prouver qu'ils avaient cette expérience littéralement, que ce soit en rallye ou en WEC. Ils ont ce truc là avec les moteurs, ils savent gérer, et donc je serais pas étonné qu'ils soient en meilleure position que des écuries comme Aston ou Williams qui avaient déjà un pied dans la Formule 1, mais eux viennent mettre ça sur la table et montrent juste à quel point ils sont meilleurs que les autres. Ils ont l'avantage du coup de l'expérience dans les autres catégories, mais aussi l'avantage d'avoir déjà eu un pied dans le monde de la Formule 1, contrairement à Cadillac qui a dû tout rebâtir de A à Z. Donc c'est pour ça que je vois Audi en 8e position. En 14e place, on retrouve Arvid Lindblad. C'est un pilote qui est très jeune, trop jeune même, 18 ans, un peu à l'image de Kimi Antonelli qui est arrivé l'année dernière très jeune, à 17 ans. On est sur un pilote qui n'a pas tant que ça palmarès impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'a ni gagné la Formule 2 ni gagné la Formule 3, mais gagné d'autres formules juniors de promotion. Il peut avoir cet avantage, comme j'ai cité avec Bortoleto, et encore Arvid Lindblad aurait peut-être plus cet avantage que tous les autres pilotes sur la grille, c'est que lui, la Formule 2, la Formule 3, ça date d'il y a 1 an. Donc il a encore cette expérience et ce reste d'habitude de Formule 2, et donc peut-être que ça peut être un avantage pour ces nouvelles Formule 1. En 13e position, on retrouve Esteban Ocon. Et c'est un peu compliqué parce que la saison de 2025 d'Esteban a été compliquée. Et ça, voilà, il faut pas se voiler la face. C'était vraiment horrible pour lui, je pense. Se faire battre par un rookie, c'était dur. Et qui plus est, se faire incendier par son team principal dans la presse, ça rajoute une couche à toute cette catastrophe en fait. Donc c'est vraiment pas facile. Si vous n'avez pas suivi, Ayo Komatsu a dit noir sur blanc que l'équipe n'était pas satisfaite d'Esteban en 2025. Il a quand même défendu sur le fait que c'est normal d'avoir eu des mauvais résultats puisque la voiture n'a pas suivi aussi, mais en même temps ce n'est pas normal de se faire battre par un rookie. Et ça c'est dur, ce sont des mots qui sont durs, et je pense malheureusement que ça fait un coup au moral mine de rien, et j'ai un peu l'impression qu'il y a ce nuage qui plane, j'en sais rien, autour d'Esteban Ocon, où j'ai ce sentiment presque, est-ce qu'il sera capable de rester tout simplement, parce que mine de rien le constat des fois est assez infligeant au niveau des comparaisons de ses coéquipiers. Donc voilà, l'avantage c'est que Esteban Ocon il ramène de l'expérience, mais derrière il y a cette jeunesse qui a faim, et Berman a faim, il est pas là pour se faire des potes. S'il est là pour battre Ocon, et il est là pour battre Ocon. En 7e position, on retrouve Haas. L'aide de Toyota est plus que présente cette année, je pense que vous l'aurez remarqué avec le Gazoo Racing qui est dessiné sur la voiture. Ils font partie des équipes qui ont le plus roulé mine de rien pendant le shakedown, ce qui est pas plus mal, donc est-ce un indice de fiabilité ou non? Donc c'est plutôt rassurant, mine de rien, je les vois mal, on reste sur un moteur Ferrari, donc je les vois mal venir titiller en fait les écuries Mercedes qui seront très probablement fortement avantagés. Je sais pas trop quoi penser de Haas, il y a une grosse zone de flou autour, donc voilà, j'espère pour eux que ça se passera bien.
En deuxième position au classement des pilotes, on retrouve Oliver Bearman, qui est plus qu'en confiance, hein. Bien sûr, je reviens sur ce que j'ai dit avec Esteban, mais il est dans une période forte, et ça c'est vraiment important pour lui, et puis même dans cette presque vision du futur, de s'imposer comme un futur leader pour l'écurie, parce que si Esteban est peut-être amené, j'en sais rien, à partir, va falloir s'affirmer et s'imposer. Il y a aussi beaucoup de spéculations vis-à-vis de son avenir de Oliver Bearman. Si par exemple Lewis Hamilton était amené à quitter Ferrari, est-ce que Oliver Bearman monterait directement chez Ferrari? Eh bah oui, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, donc Oliver Bearman est animé par cette envie de prouver, contrairement à Esteban Ocon qui, voilà, il n'est pas en début de carrière Esteban, contrairement à Oliver Bearman qui est dans cette envie de prouver, de montrer qu'il a le talent pour aller dans une top team, et ça c'est très important pour le mental et pour la performance. En 11e position, on retrouve Liam Lawson, qui lui aussi est dans une phase ascendante, mine de rien, car 2025 partait très mal. Je pense que voilà, je vais pas vous faire de dessin, je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, mais bon, il se fait lâcher par Red Bull de manière totalement malpropre, au bout de 2 Grands Prix, 3 Grands Prix. C'était absurde et on pouvait tous imaginer qu'il allait sombrer, et au final, pas du tout. Parce que Racing Bulls était l'environnement qui était le mieux en fait pour lui, puisqu'il était dans une voiture qui performait mieux que la Red Bull. Il était aux côtés d'un jeune pilote, Isaac Hadjar, qui lui aussi a performé, et les deux ont tiré vers le haut Racing Bulls quand ils en avaient besoin. Ils ont pu rivaliser avec Red Bull lorsqu'il fallait. Il a du potentiel, et maintenant que Isaac Hadjar est parti, il va devoir aussi adopter ce rôle de leader de l'écurie. Donc il faut trouver ce rôle de meneur, s'imposer et essayer de tirer vers le haut Racing Bulls, parce que mine de rien, malheureusement, je les classe 6e au classement. On resterait sur le même résultat que l'année dernière, mais si on compte le nouveau facteur inconnu qu'il y a cette année, c'est le moteur Ford. Et Red Bull et Racing Bulls sont impliqués avec cette grosse inconnue. On sait pas du tout. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Ils ont pas l'air super confiants, contrairement à la motorisation Mercedes, où on a des rumeurs depuis l'année dernière que ça fonctionne bien et c'est très performant. Et bien le Ford Powertrains, on n'entend rien, et des fois c'est pour le mieux qu'on n'entend rien, je suis totalement d'accord. Visiblement Laurent Mekies pour Red Bull a préféré prévenir la presse et les fans, dans le sens où il fallait pas s'attendre à grand chose et qu'il fallait attendre avant de les voir performer. Donc bon, est-ce que Racing Bulls va vraiment être impacté par ça? Parce qu'au final, l'année dernière, pendant que la Red Bull n'était pas performante en début d'année, et la Racing Bulls était très performante. À voir. J'ai beaucoup d'espoir pour cette écurie, et j'aime beaucoup la nouvelle direction qu'elle prend. En 10e position, on retrouve Franco Colapinto. Alors, avoir un moteur Mercedes sous le capot, mine de rien, ça aide. Avoir une bonne voiture, du coup, pour Franco Colapinto, ça va lui permettre de vraiment montrer son vrai potentiel, ce qu'il avait pu montrer pendant ces quelques grands prix chez Williams. Il reste un facteur qui est important à souligner, c'est le facteur Paul Aron. Avec le retour de Flavio Briatore, et dans cette presque même philosophie que Red Bull avait avant que Christian Horner et Helmut Marko partent, c'est presque une dictature, une tyrannie, ou dans le sens où tu performes pas, tu dégages. Et Paul Aron, on le sait, il a faim forcément, il veut aller en F1, il est derrière. Et derrière, on a Paul Aron qui surveille le baquet, mais on a aussi Flavio Briatore qui n'a pas hésité à être le premier à lui avoir mis une pression aux yeux du public, vraiment aux yeux de tous. C'était dans le cadre du lancement de l'Alpine de cette année pour dévoiler la livrée, où il l'a affiché devant tout le monde, dans le sens où il va falloir qu'il mette des points. Parce que si on a une bonne voiture, il faut un deuxième pilote pour scorer des points, et il faut pas que Pierre fasse tout seul. Donc voilà, complexe pour Franco Colapinto. On sait pas trop, je sais pas trop dans quelle mentalité il va attaquer cette saison. Je pense que c'est un bon pilote dans le fond, mais comment dire, que la pression peut vraiment le faire crouler, et ça, on a vu ça avec plein d'autres pilotes, pas juste dans le cadre d'Alpine. En 9e position, on retrouve son coéquipier Pierre Gasly. Et Gasly, honnêtement, il est en confiance. Il a attendu le bon moment pour se retrouver avec cette Alpine Mercedes, qui est un duo très alléchant, mine de rien. Alpine, Pierre est familier avec Alpine depuis un petit moment maintenant, du coup. Et on est dans ce cadre où Pierre Gasly nous a plusieurs fois montré, même quand il roulait avec des brouettes qui étaient censées faire P5, P4 au constructeur, il était là. Mais il était là, il a su montrer, l'année dernière même, il a su montrer que cette Alpine en avait dans le ventre que sur 2-3 grands prix, mais il a faim et ça se voit, et je pense qu'avec une bonne voiture, il y a moyen peut-être d'aller chercher des podiums cette année. Honnêtement, je pense peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher des podiums, et à l'inverse, par exemple, d'Esteban Ocon, je suis obligée d'utiliser la comparaison, lui est pas mis en difficulté par son coéquipier. Esteban Ocon est mis en difficulté avec Bearman, mais Gasly, ça va, sur ce point-là, il a le champ libre, Colapinto n'est pas vraiment une menace, donc il peut s'imposer, et il faut quand même rappeler que Gasly a longtemps eu cette étiquette du meilleur des autres, ce qui n'est pas rien, et beaucoup de gens ont tendance à oublier le vrai niveau de Pierre Gasly, mais Pierre
Pierre Gasly, c'est quelqu'un, c'est un pilote. On le sous-estime peut-être un peu trop, et je pense vraiment qu'il en a dans le ventre et qu'avec une bonne voiture, il peut nous faire de belles choses. C'est en toute logique qu'on retrouve en 5e position Alpine. Alors, le fait qu'il soit motorisé par Mercedes, ça peut être un facteur gagnant pour cette P5 de ma prédiction. Mine de rien, il reste quand même une grosse inconnue sur la fiabilité en interne d'Alpine, pas la fiabilité moteur, mais vraiment tout ce qui englobe la structure Alpine. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans un contexte où il y a plein d'infos vis-à-vis le futur de la structure de Viry-Châtillon. Le programme de WEC est menacé, et donc c'est pas super rassurant. Donc on se dit, si le programme de WEC est menacé, est-ce que le programme F1 est menacé? Surtout que l'avenir d'Alpine F1, le programme F1, c'est pas la première fois qu'il est menacé de rachat ou autre. J'ai peur qu'en interne, ce soit encore une nouvelle fois le bazar, pour rester poli. Donc j'espère que ça les impactera pas trop et que l'écurie pourra prouver qu'avec un beau moteur, elle pourra faire de belles choses. Avant que je ne vous dévoile le 8e pilote de mon classement, c'était un bon moment pour vous rappeler de vous abonner. Il y a une grande partie d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça soutient, ça aide, merci d'avance. En 8e position, on retrouve Isack Hadjar. Alors, je sais que c'est un peu dur peut-être de le mettre à cette 8e position. Je pense que le nouvel environnement Red Bull, en tout cas la maison mère Red Bull on va dire, va être un petit peu compliqué à dompter. Il sera légèrement différent que celui de Racing Bulls. Il y a quand même une plus grosse pression, on est sur un top team, donc c'est pas rien, ce n'est pas Racing Bulls qui se bat pour la P5 par exemple. Là on est sur une écurie qui se battait pour des victoires et pour le titre constructeur. Il y a cette, ce facteur là qui peut rentrer en jeu, même si on sait que Isack sait gérer la pression. J'ose espérer que la philosophie gagnante autour de Verstappen, comme quoi tout est construit autour de lui, va évoluer avec le départ de Christian Horner et qu'il aura moyen de s'imposer et d'évoluer dans une écurie qui travaille avec les deux pilotes. Mine de rien, il faut pas en faire trop non plus, parce que si cette saison est mauvaise et que la Red Bull est mauvaise, eh bien il faut profiter de cette saison, et je crois que c'est lui-même qui l'a dit, il faut profiter de cette saison pour apprendre aux côtés de Verstappen, parce que ce n'est pas rien d'apprendre aux côtés d'un champion du monde. On se rappelle aussi pour le shakedown, si vous avez loupé, mais il s'est crashé. Ça a quand même été le seul crash marquant du shakedown, avec un gros crash qui a coûté cher à Red Bull. Alors le pilote va très bien, il est sorti pendant que la piste était mouillée, donc forcément ça n'aide pas. Vaut mieux sortir maintenant, vous me direz, que de sortir pendant les essais hivernaux, pendant des essais ou en course, forcément, mais on teste ces nouvelles voitures, vérifier à ne pas en faire trop, on sait qu'il sait gérer la pression, ne pas en faire trop, et apprendre surtout aux côtés de Verstappen s'ils ne sont pas en mesure d'aller chercher autre chose. En 7e position, on retrouve Kimi Antonelli. Alors, Kimi Antonelli, techniquement, il est enfin dans le bon timing pour être en F1 comme c'était initialement prévu, parce que si vous ne le saviez pas, Kimi Antonelli l'année dernière n'était tout simplement pas prévu chez Mercedes, puisque voilà, Lewis Hamilton n'était pas censé quitter Mercedes en 2025, et c'est pour ça que l'écurie a ramené Kimi Antonelli rapidement, voire même trop rapidement, et ils l'ont avoué eux-mêmes que c'était pas forcément super intelligent, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Donc on est enfin dans le bon timing pour Kimi Antonelli avec des nouvelles voitures. Mine de rien, je pense qu'il sera vraiment victime de l'ombre de George Russell, qui lui, si Mercedes est en mesure d'aller chercher un titre, George a plusieurs fois prouvé qu'il était capable d'aller chercher des victoires quand on n'attendait pas, etc. Donc à voir, je pense qu'il va être un peu victime de cette ombre, qui sera un peu éclipsée. Donc est-ce qu'il va être encore sur la réserve, puisque ce n'est uniquement sa 2e saison en Formule 1, je sais pas. Est-ce qu'il y aura cette peur aussi de trop pousser, de trop en faire, quand à côté par exemple George Russell sera en mesure de gagner les Grands Prix et potentiellement jouer un championnat? Est-ce qu'il va tomber dans ce vice de vouloir trop prouver et de ne faire que des erreurs, comme ce qu'il a pu montrer malheureusement pendant la tournée européenne, où c'était vraiment catastrophique et il a enchaîné DNF sur DNF. Donc bon, à voir, à la même image qu'Isack Hadjar, ne pas trop en faire et prendre son temps. En 4e position du championnat constructeur, j'ai mis du coup Red Bull. Alors voilà, je vais me répéter sur l'histoire du moteur Ford, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Laurent Mekies a prévenu qu'il ne faut pas s'attendre tout de suite à les voir performer, donc il faut être patient. Je sais pas du tout franchement quoi penser, c'est un peu comme As, je sais pas du tout où est-ce qu'on va les voir, s'ils vont pouvoir même jouer des victoires comparées à des Mercedes ou des McLaren. Donc à voir, j'espère pour Isack que ce sera quand même une saison agréable et qu'il pourra profiter d'avoir une voiture d'un top team. En 6e position au championnat pilote, on retrouve Max Verstappen. Alors je n'ai pas de doute sur la performance et le talent de Max Verstappen, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a quand même un facteur qui est intéressant de discuter, c'est le fait qu'il est plusieurs fois menacé de quitter la discipline si la nouvelle voiture ne lui plaisait pas. On est dans cette phase du coup, on ne sait pas du tout si l'écurie va arriver à faire quoi que ce soit avec le nouveau moteur Ford, si même ils vont réussir à gérer cette nouvelle
réglementation avec le départ d'Adrian Newey. Donc comment ils vont faire? Est-ce que Verstappen va garder cette envie, cette soif, cette faim de se battre alors qu'il... Bon bah voilà, on sait que c'est un pilote qui demain, s'il décide de se reconvertir en GT3, et bah il va le faire. Donc on pourrait perdre Max Verstappen et ce serait compliqué. En 5e position, on retrouve Oscar Piastri. Alors peut-être que c'est difficile la position dans laquelle je le mets, je sais, mais la saison 2025 a été difficile aussi. Je doute très sincèrement que le mental soit de retour parce que après ce qu'il a vécu, je rappelle, hein, il était en tête du championnat, il est en tout droit tapis rouge jusqu'au titre, il arrive à se faire rattraper par Verstappen et Lando Norris. Donc le DNF à Bakou, j'en parle même pas, c'était une catastrophe. Je pense qu'on met du temps à s'en sortir. À se sortir de cette mauvaise passe. Si les McLaren sont amenés à de nouveau être aux avant-postes et à jouer les victoires, est-ce que va y encore y avoir une histoire de papaya rules et de favoritisme? À voir honnêtement, mais je sais pas, j'ai pas forcément l'espoir autour d'Oscar Piastri cette saison. Je le vois pas revenir en forme, en tout cas pas directement. Et j'ai aussi un petit doute sur la fiabilité de McLaren. Je vais vous expliquer pourquoi. En 3e position, on retrouve McLaren, logiquement. Car oui, McLaren a compris que très tardivement comment fonctionnait la réglementation 2022. Et je parle de ça parce que c'est important, parce que mine de rien, en 2022, personne ne mettait une pièce sur McLaren, et au final, ils ont gagné 2 titres constructeurs. C'est quelque chose, mais je les vois mal continuer dans cette même lancée en fait pour la réglementation 2026, parce que voilà, ça a mis du temps à se mettre en place, ils ont trouvé les ingrédients pour la réglementation 2022, mais est-ce qu'ils ont ces mêmes ingrédients pour la réglementation 2026? J'ai ce doute là qui plane, je pense quand même qu'il sera avantagé parce que voilà, le moteur Mercedes, mais j'ai ce petit doute qui plane, mine de rien. En 4e position, on retrouve Lando Norris. Alors, Lando Norris, c'est un peu une énigme, parce que j'ai cette question qui me turlupine, à vrai dire. C'est que, est-ce qu'il aura moins de pression, maintenant qu'il est champion du monde? Est-ce qu'il aura la même hargne? Est-ce qu'il aura la même envie de se battre? Parce qu'il a plusieurs fois mentionné que, ce qui est un peu étonnant comme discours, c'est qu'il s'en fiche, en fait, d'être champion du monde. Il est content d'être champion du monde, mais il est pas là non plus à faire des plans sur la comète, en mode je vais être quadruple champion du monde, je vais être le meilleur de tous les temps. Il est très content là où il est, maintenant qu'il est titré. Donc je sais pas si on va avoir un Lando Norris totalement différent, totalement changé. Lando Norris l'année dernière, il se faisait beaucoup de nœuds au cerveau, il avait beaucoup de problèmes au niveau de sa santé mentale, de son mental tout court, et peut-être que cette saison-là il sera beaucoup plus relâché, mais est-ce qu'il aura cette même envie, cette même hargne? Je ne sais pas. Je pense qu'il a l'avantage encore psychologique sur Piastri, mine de rien, et c'est ça qui peut être dans son avantage cette saison et qui finisse devant lui, même si Piastri peut se réveiller à tout moment au cours de la saison. Ça peut toujours être très intéressant à voir la bataille au cœur de l'écurie. En 3e position, j'ai mis Lewis Hamilton. Alors, la saison de 2025 de Lewis Hamilton, on va pas revenir dessus, elle était catastrophique, mais j'ai bon espoir pour Hamilton, que ce soit le moment, l'ère du renouveau en fait. Après une saison catastrophique, les premières réactions qu'il a eues après les premiers roulages sont plutôt... en fait, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt positif même. Il a indiqué que les voitures étaient amusantes à piloter, qu'elles étaient survireuses, et c'est un style de pilotage qu'il apprécie. Il a aussi indiqué qu'il avait retrouvé une... Bon après c'est Lewis Hamilton, on sait dans ses déclarations qu'il en fait toujours un peu trop, mais il indique qu'il a retrouvé une mentalité de vainqueur au sein de la Scuderia, qu'il avait vu que chez Mercedes. Donc peut-être toute l'écurie est en train de travailler ensemble main dans la main pour arriver à faire de belles choses cette année. Donc j'ai bon espoir que Lewis Hamilton sorte de cette mauvaise passe et qu'il puisse montrer à tout le monde de quoi vraiment il est capable. Parce qu'on va pas se mentir, moi j'adore Charles Leclerc, je pense que vous le voyez juste ici, j'adore Charles Leclerc, mais sur le papier, ça fait envie de voir Lewis Hamilton gagner avec Ferrari. Il a gagné une course sprint, mais ça fait envie de le voir gagner des courses. Je préférais que Charles Leclerc soit titré, bien évidemment, mais pour l'histoire, voir Hamilton gagner en rouge, on veut tous le voir. En 2e position au championnat constructeur, Mercedes. Alors, voilà, je vous ai dit j'étais tifosi, je vous ai pas dit que mes pronos allaient être très sérieux, mais il y a un petit doute quand même qui plane autour de Mercedes, dans le sens où... si vous avez suivi tout le tralala, tout le bazar qui entoure l'affaire Mercedes, moteur, la combustion, le chaud-froid là, c'est une affaire un peu bizarre, un peu complexe. Mine de rien, pendant le shakedown, ils ont fait le plus de tours. Russell était en position de leader pendant les shakedowns, donc il n'y a aucune peur sur cet aspect-là. Il y a cette histoire de règles, d'illégalité, bref, à vous d'en débattre dans les commentaires. Franchement, je sais pas trop quoi penser de cette chose-là. À tout moment, ça se trouve, Mercedes est pénalisé ou est contraint de modifier cet aspect-là de leur voiture au cours de saison. Et c'est pour ça que
je les mets en deuxième position. Je me dis peut-être qu'ils perdront en performance à cause de cette pénalité, on va dire. En deuxième position, j'ai mis George Russell. Alors, je vois très bien George Russell est titré cette année. Franchement, il y a pas photo. Il nous a montré qu'il en était totalement capable. Il a su rivaliser avec Hamilton quand même. Donc, si des gens avaient encore des doutes sur ses performances, Russell est un très bon pilote. Ça, j'en ai pas le moindre doute. Mais du coup, s'il y a cette affaire avec Mercedes, ça c'est une théorie vraiment purement personnelle, hein, bien évidemment. Je sais pas. En fait, ça se trouve, il sera très fort en début de saison, mais en fin de saison, ça va partir en déclin total parce qu'il y aura eu ce problème. Et du coup, il perdra des points et il se fera rattraper par, en première position, Charles Leclerc. Et je crois au titre cette année, d'accord, je sais qu'on dit cette chose tout le temps, on le répète toutes les années. Bon, l'année dernière, on n'était pas super convaincus, j'étais convaincu dans ma vidéo, mais je vous jure que j'y croyais pas même quand j'ai écrit la vidéo. Là, il y a un truc au fond de moi, j'y crois. J'y crois, je saurais dire pourquoi et vous expliquer. Si vous suivez Charles Leclerc depuis un moment, vous savez que c'est un pilote qui est assez expressif. Donc ça se voit, et souvent il y a ce running gag pendant les essais hivernaux où on va observer ses réactions, son body language, pour voir ce qu'il dit. Et souvent, malheureusement, ces dernières années, 2022 ça partait bien, mais 2024 c'était une catastrophe, il tirait une tronche, il était dégoûté. Et là, nous ne sommes qu'au shakedown de Barcelone, les essais hivernaux commencent demain, et j'ai très peur parce que ça se trouve, ce passage de la vidéo va très mal vieillir, mais dans le sens où il n'a jamais été aussi souriant. Il est content de la voiture, il tire pas la tronche, donc soit il est dans un jeu de poker face où il fait genre que ça va alors que ça va pas, mais Lewis Hamilton est content, l'écurie a l'air d'être dans un bon élan de travail, et lui est content. Et ce qui est fort aussi du point de vue de Ferrari, c'est que du coup ça les place logiquement en première position de mon classement, c'est que dans le sens où Ferrari cette année, je sais pas si vous l'avez remarqué, on n'en a pas du tout entendu parler en fait pendant l'intersaison. Et c'est plutôt rare parce qu'on sait Ferrari à quel point il y a des attentes au niveau de la presse italienne, au niveau des tifosi, on sait qu'il y a cette attente qui pèse sur l'écurie, et cette année, Frédéric Vasseur a fait exprès de tout verrouiller pour que rien ne fuite, pour qu'il n'y ait pas de théorie en mode tout va très bien, tout va très mal. Au contraire, on n'en sait rien, et là, du peu qu'on en a vu sur la piste au shakedown de Barcelone, ça s'est bien passé. Donc ça me donne de l'espoir. Voilà qui conclut cette vidéo prédiction, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser le formulaire dans la description pour me mettre vos prédictions également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça soutient. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.